Je me présente, Laurence Amiot, donc je suis manager au sein du Cap Emploi de Loire-Atlantique et je suis présente ce matin avec Christophe Pavec. Donc, je te laisse te présenter, Christophe. Bonjour à toutes et à tous, Christophe Pavec, donc conseiller emploi handicap au sein du service maintien et plus particulièrement rattaché au territoire nord de la Loire-Atlantique. Et donc nous avons également Cécile Aveline de présente. Bonjour à tous, donc Cécile Aveline, comme Christophe, conseillère maintien et plus particulièrement rattachée sur le secteur ouest. Donc merci à tous d'être présents ce matin. Donc en effet, dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap qui a lieu cette semaine, qui a démarré hier, il nous semblait intéressant de vous proposer une rencontre par le biais de ce webinaire pour vous présenter ou vous représenter l'activité maintien du Cap Emploi 44, notamment notre cadre d'intervention et les spécificités d'intervention auprès de vous, employeurs publics. Voilà, et puis vous verrez, il y aura quelques témoignages. Donc vous y avez répondu nombreux, donc vous êtes 22 ce matin, on avait 50 inscrits. Donc, je pense que j'ai encore des personnes qui demandent à être admises, donc on sera peut-être une trentaine. Pour rappel, pour que ce webinaire se déroule bien, ce que je vous propose, c'est d'éteindre le son. Vous pouvez laisser votre caméra, mais sachez que ce webinaire est enregistré. Donc, ce qui vous permettra d'avoir un replay qui vous sera envoyé à la fin, d'ici quelques jours. Et vous aurez donc le webinaire en replay, vous aurez également le support que l'on va diffuser et vous aurez quelques outils comme notre fiche de sollicitation, notre plaquette, etc. Donc ça vous sera envoyé dans quelques jours. Ce que je vous propose sur le déroulé, là, sur l'heure du webinaire, c'est plutôt d'utiliser la discussion, le chat, pour si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation et je vous laisserai des temps entre chaque partie pour pouvoir intervenir à l'oral si vous souhaitez directement. Voilà, donc c'est parti. Vous avez, Christophe, Cécile, c'est bon sur le support, il est bien, vous avez bien la vision. Parfait. Donc, le sommaire, c'est ce que je vous disais, une présentation du réseau des Cap Emploi, puisque vous avez chaque Cap Emploi au niveau de… C'est une offre de service nationale, il y en a un au niveau de chaque département. La présentation de l'équipe du 44, de notre offre de service, de notre cadre d'intervention, les spécificités sur nos interventions auprès de la fonction publique. Et vous aurez un témoignage d'une correspondante, d'une référente correspondante handicap, Madame Réseau de l'Université de Nantes. Et puis, vous aurez également différents missions, outils, exemples d'intervention qui seront détaillés par Christophe et Cécile présents ce matin. Donc, le réseau des Cap Emploi, donc, comme je vous disais, Cap Emploi, c'est une offre de service qui intervient au niveau national. Donc, les Cap Emploi sont portés par un réseau qui s'appelle KEOPS. Donc, c'est une offre pilotée par l'État, le FIP, le FIPH, l'AGFIP côté privé et Pôle emploi, puisqu'on a un côté accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc, c'est un service financé, donc c'est un service gratuit pour les personnes qu'on accompagne et les employeurs. Donc, au niveau du département, l'association qui porte cette activité Cap Emploi, c'est l'association GIRP Pays de la Loire, donc la structure gestionnaire. Donc, elle a l'activité Cap Emploi et a d'autres activités, toujours en lien avec des personnes en situation de handicap, notamment accompagnement de jeunes lycéens, par exemple, c'est un financement région pour les accompagner sur leur recherche de stage. Donc, Cap Emploi, donc on existe depuis très longtemps, depuis les années 2000. Donc, depuis 2018, la structure, on est devenu une structure unique. Si peut-être ça vous parle, l'activité SAMET, à l'époque, avant 2018, il y avait le SAMET et Cap Emploi. Donc, en 2018, les deux structures ont fusionné. Et donc, Cap Emploi accompagne aussi bien
vers l'emploi que dans l'emploi les personnes en situation de handicap. Donc là, sur le département, nous avons quatre services proposés. Donc, l'activité accompagnement, donc des conseillers accompagnement Cap Emploi qui accompagnent les demandeurs d'emploi en situation de handicap vers leur retour à l'emploi, soit sur un travail de projet professionnel, soit sur un travail de formation, d'accès à la formation, soit sur un travail d'accès à l'emploi direct. En sachant que depuis fin d'année dernière, il y a eu un rapprochement entre Cap Emploi et Pôle emploi. Et donc aujourd'hui, les conseillers Cap Emploi interviennent uniquement en agence Pôle emploi pour recevoir les demandeurs d'emploi. Nous avons un service recrutement-intégration. Donc nous avons des conseillers Cap Emploi qui accompagnent les demandeurs d'emploi dans leur intégration à un nouveau poste et qui vont accompagner les employeurs sur leur recherche de candidats, sur les différents postes qu'ils ont, sur voilà, une intégration de personnes en situation de handicap. Et puis, nous avons donc le service maintien. Donc là, je passe, on le reverra en détail tout à l'heure, et un service de conseil d'accompagnement de salariés en évolution professionnelle. Donc, c'est un tout petit service. Je le dis parce qu'il y a très peu de place. Donc, c'est vraiment deux conseillères, une basée sur Nantes et une sur Saint-Nazaire, qui vont accompagner des salariés ou des agents, des personnes en activité, qui, du fait de leur handicap, ont besoin de réfléchir à un nouveau projet professionnel. Voilà sur le réseau des Cap Emploi. Je n'ai pas de questions. N'hésitez pas si vous en avez. Donc, sur le 44, nous avons donc sur l'activité maintien, il y a donc 11 professionnels. Donc, vous avez un responsable, donc moi. Vous avez 9 conseillers, dont Christophe et Cécile, une assistante, et puis donc on intervient bien sur l'ensemble du département. Donc, comme on vous l'a indiqué, Christophe et Cécile vous le disaient, mais je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, on a découpé le territoire en 4 au niveau du Cap Emploi. Donc, vous allez avoir des conseillers spécifiques selon où vous êtes basé. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Donc, chaque conseiller, donc l'équipe qui est composée de 9 conseillers, a un parcours professionnel et des formations différentes, divers et variées. Donc, ce qui est très intéressant, puisque lorsque nous avons des échanges réguliers toutes les semaines où nous échangeons sur des situations où on a besoin d'avoir le regard de l'équipe, donc cette diversité de formations, d'ergothérapeutes, d'ergonomes, de psychologues du travail, de conseillers en insertion, professionnels des ressources humaines également, nous permet vraiment de réfléchir, de discuter, d'analyser les situations avec l'ensemble de ces parcours et formations. Voilà. Donc, voilà sur l'équipe. Je regarde si je n'ai rien oublié. Non. Donc, comme je vous le disais, on a découpé le territoire en 4. J'espère que vous le voyez. Vous voyez les lignes orange, rouge qui montrent le découpage. Donc, selon où vous êtes basé, vous aurez différents interlocuteurs. Donc, sur le territoire nord, vous avez Mama Atmani et Christophe Pavec qui interviennent. Sur l'ouest, vous avez Cécile Abline, Eva Merglen et Nathalie Normand. Sur le sud, Élodie Chupin et Agathe Josan là, qui revient en janvier. Et sur l'est, vous avez Amandine Perrault et Bérangère Terrien. Donc, vous aurez ce support, ce qui vous permettra d'avoir leurs coordonnées si vous avez des questions et besoin d'échanger avec le conseiller de votre territoire. Donc, généralement, ce sont eux qui interviennent en binôme ou en trinôme sur le territoire. Après, selon les urgences, selon les besoins, il arrive qu'en effet, Christophe, qui est sur le territoire nord, puisse intervenir sur l'est si besoin. Voilà. On s'adapte aussi aux urgences et aux disponibilités de chacun. Et sachez que généralement, vous avez toujours le même interlocuteur.
Eh bien voilà, donc j'ai fini ma partie. S'il n'y a pas de questions, je laisse la main à Cécile pour vous présenter un peu quelques chiffres sur la fonction publique. Oui, effectivement. Donc, les chiffres de la fonction publique, on voulait vous les présenter pour que vous voyez un peu comment les choses elles se passent d'abord dans notre région et ensuite dans notre département. Donc, pour rappel, le taux d'obligation d'emploi est de 6% à partir de 20 salariés, donc agents. Là, ces chiffres, on peut noter qu'effectivement, sur la région, la fonction publique territoriale dépasse les 6%, et l'hospitalière s'en rapproche, ce qui finalement est en corrélation avec le nombre d'agents ayant déclaré leur statut dans ces deux fonctions publiques. Pour information, vous pourrez trouver le lien sur ce PowerPoint, on va vous le mettre un peu plus loin, qui vous listera les bénéficiaires tels qu'ils sont inscrits dans la loi, enfin, les statuts des bénéficiaires tels qu'ils sont inscrits dans la loi. Alors, on va passer maintenant au département. Si tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît, Laurence. Donc, comme pour la région, on voit qu'effectivement, les fonctions publiques territoriales et hospitalières, toujours les plus concernées par le nombre de BOETH, donc bénéficiaires de l'obligation d'emploi, car les deux cumulés, ça fait quand même 94%. Et sans étonnement, on peut voir que ce sont les plus touchés, ce sont les personnes de plus de 56 ans, mais aussi que presque 90% de ces BOETH ont plus de 41 ans, les femmes étant les plus concernées. Alors, ces données nous paraissent intéressantes et importantes parce que du coup, elles peuvent permettre, entre autres, d'anticiper la GPEC, donc la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Je vous avoue avoir été un peu surprise de voir qu'effectivement, c'était à partir de 41 ans que les personnes commençaient à être vraiment concernées par ce statut. Donc, on va voir maintenant les principes d'intervention du FIP. Donc, le FIP intervient en complémentarité des dispositifs de droit commun. Ce qui veut dire que dans toutes les situations, les premiers dispositifs à solliciter sont ceux existants pour tous les agents, quel que soit leur statut. Pas forcément que les agents ayant un statut de BOETH. Le FIP intervient à la fin, si c'est nécessaire. Mais la première demande, c'est les autres dispositifs. Les aides ne sont pas accessibles de droit, le FIP se réservant le droit d'accorder ou non la prise en charge d'une aide. Ça veut dire que toutes les demandes vont être étudiées, mais peuvent ne pas être accordées si le FIP estime que la demande est hors cadre d'intervention, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas aux critères d'éligibilité tels qu'il le présente. L'absence ou le refus de prise en charge financière par le FIP ne dispense pas l'employeur de son obligation d'aménagement de poste. Donc, pour rappel, l'employeur a une obligation d'aménagement pour que l'agent travaille dans les meilleures dispositions, même s'il n'y a pas de financement du FIP. Donc, c'est aussi à prendre en considération. La sollicitation du FIP par un employeur public doit s'inscrire dans le respect du principe d'aménagement raisonnable des postes de travail. L'intervention du FIP est en complément dans le cadre de la compensation du handicap. C'est-à-dire que le FIP intervient quand l'aménagement nécessite des produits particuliers qui amènent un surcoût à la structure. Là, le FIP intervient, mais sinon, il n'interviendra pas. Donc, on est vraiment dans la compensation du handicap. On va aborder ensuite les spécificités de la fonction publique. En effet, on a pu observer dans notre activité que ces spécificités pouvaient avoir un impact sur notre accompagnement. Une des plus importantes pour nous est le fait qu'il existe 3 fonctions publiques, chacune ayant son cadre spécifique. C'est aussi pour cette raison que votre implication est vraiment importante pour nous parce que souvent, il nous manque un certain nombre d'informations. Pour la mise en place des aménagements et l'envoi des factures, on est bien d'accord que c'est obligatoirement après la préconisation et l'aménagement.
Et le FIP vous donne le financement seulement si vos contributions sont à jour. Les bénéficiaires, donc là, on vous a mis le lien, comme je disais tout à l'heure, pour avoir la liste des bénéficiaires des interventions directes, en sachant que voilà, vous allez avoir tous les titres de BOETH, mais vous avez cette spécificité que les agents aptes avec restriction peuvent avoir accès à certaines aides. Alors, faites attention parce qu'il y a eu des changements dans le catalogue et le nombre d'aides accessibles pour ces personnes-là a diminué. Donc, de plus en plus, je pense que le FIP va demander à ce que les personnes aient vraiment un titre de BOETH pour avoir accès aux aides du FIP. Il y a aussi des particularités par rapport au contrat de vos agents. Donc, par exemple, les CDD de moins d'1 an, même s'ils ont le titre de BOETH, ne peuvent pas bénéficier des aides du FIP. Donc, ça aussi, c'est vraiment des choses à vérifier et que nous, on ne va pas spécialement connaître au vu des différents cadres de chaque fonction publique. Ensuite, les demandes d'aide dans la fonction publique, donc elles se font exclusivement sur le site du FIP, sur leur plateforme, qu'on vous a mis en lien. Même si ça concerne des aides individuelles, comme les aides auditives, et c'est à vous de faire la demande. L'agent ne peut pas faire de demande en son nom. Le montant plafond par an et employeur, c'est 40 000 €, mais toutes demandes confondues. Donc, vous ne pouvez pas dépasser cette somme dans l'année. Et on est en année civile. Et la somme minimum, elle est de 200 €. Donc, pas la peine de demander des financements pour un aménagement inférieur à cette somme, ils ne vous donneront rien. Donc, vraiment, l'information importante, c'est vraiment ça, que les demandes sont faites par l'employeur, parce que du coup, c'est l'employeur qui reçoit le financement, et même si ce sont des aménagements personnels. Je vais passer la parole à Christophe, sauf s'il y a des questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Oui, tout à fait, Cécile. Donc, il y a une question. Donc, comment obtient-on le titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi? Alors, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, il y a 7 statuts, en fait. Le plus connu, c'est la RQTH. Donc, pour faire une demande de RQTH, il faut demander à la Maison départementale des personnes handicapées, donc la MDPH. C'est le statut le plus connu. Mais il y a d'autres statuts. C'est pour ça qu'on vous a mis la liste, parce qu'il y en a 7 en tout. Et il y en a quelques-uns qui peuvent surprendre, entre autres des personnes, et vous allez en rencontrer dans la fonction publique, c'est des anciens militaires qui peuvent avoir un statut spécifique du fait d'avoir perdu leur emploi en raison de problèmes de santé. Donc, il y a celui-ci. Sinon, il y a la pension d'invalidité qui est obtenue par la CPAM. Donc, vous pouvez avoir des gens qui entrent dans la fonction publique et qui ont déjà ce statut, de même que des personnes qui sont reconnues en tant qu'accident de travail ou maladie professionnelle. Donc, ils ont ce qu'on appelle une IPP. Et ce sont des personnes, ça, ce sont 2 statuts, la pension d'invalidité et l'IPP, qui sont de la CPAM. Donc, vous, ça peut être des personnes qui viennent du privé et qui arrivent dans le public et qui ont déjà acquis ces statuts-là. Et après, de tête, pareil, à la MDPH, il y a les personnes ayant l'AAH et les personnes ayant l'invalidité. Je vous fais tout de tête, mais il y aura le lien et vous pouvez voir ça. Donc, il y a ces différents statuts vont être en fonction des structures qui les octroient, et c'est aussi notifié sur le document auquel vous aurez accès. Merci Cécile. J'espère qu'en effet, ça répond à la question. N'hésitez pas s'il y a besoin de compléments. Donc, on passe à la partie suivante sur notre cadre d'intervention. Donc, Christophe, je crois que c'est ta partie. En effet, je prends le relais, je vous remercie. En effet, notre cadre d'intervention, ça va vous permettre de bien identifier les situations pour lesquelles on peut intervenir.
Un point déjà très important, c'est qu'on intervient uniquement pour une situation individuelle, pour un agent et non pas pour un collectif de travail. Et on intervient dans le cas de la stricte compensation du handicap, où il y a un risque que la personne perde son emploi. Et ce risque-là, finalement, il a été identifié par le médecin de prévention ou du travail, du fait d'une inadéquation entre la situation de travail et l'état de santé de la personne. C'est un élément indispensable, c'est que nous n'intervenons pas sans un avis médical. Donc, c'est vraiment un élément très important. Le fait générateur, il y en a deux, c'est l'apparition ou l'aggravation de l'état de santé, donc une maladie, un accident ou un handicap, ou l'évolution du cadre professionnel incompatible avec l'état de santé. On peut donc penser par exemple à une modification des tâches ou des missions qui sont attribuées à la personne dans le cadre de son activité professionnelle, un changement au niveau du parc informatique, d'un logiciel ou des processus de travail. Nous pouvons intervenir pour des personnes qui sont en poste ou en arrêt de travail. Par rapport à l'arrêt de travail, on va préciser qu'il faut des perspectives de reprise, un état de santé stabilisé et que la personne ait rencontré le médecin de prévention ou du travail en amont de notre intervention. Nous pouvons intervenir pour des personnes qui ont un titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi à travail handicapé, comme Cécile vient de nous expliquer, ou des personnes qui sont en voie de faire la démarche ou en cours de demande. Dans nos interventions, le temps est notre meilleur ennemi, c'est pour ça qu'on intervient finalement, même si la démarche n'est pas encore en cours, on peut intervenir très rapidement, il faut juste que la personne nous fasse part de son souhait d'aller vers une reconnaissance administrative de son handicap. Il vaut mieux agir en anticipation. Quelques informations importantes qui nous semblent nécessaires de préciser par rapport à la médecine de prévention, c'est que donc l'avis médical est important, primordial, on ne peut pas s'en passer. On sait que dans la fonction publique, il y a parfois quelques difficultés, et même au-delà, même dans le privé, il est difficile parfois d'avoir recours à un avis médical, mais d'autant plus dans la fonction publique. On connaît donc cette pénurie et on va étudier avec vous les solutions qui se présentent à nous pour avoir toutes les données nécessaires. Ce qui nous appartient, ce qui nous est important, c'est de recueillir les restrictions médicales, les recommandations, les limitations pour avoir une bonne connaissance de l'impact du handicap sur l'activité professionnelle. Ce n'est pas tant le nom de la maladie, de la pathologie, etc., puisque ça relève du secret médical, mais c'est bien que l'on comprenne l'impact du handicap sur l'activité professionnelle et s'il y a une évolution à court, moyen, long terme pour travailler sur un projet de maintien dans l'emploi qui soit durable et pérenne. Autre point, c'est le souhait d'associer le médecin durant tout l'accompagnement. Donc, on va vraiment l'inviter à participer aux échanges, on peut dire tripartites ou quadripartites, on le verra un peu plus tard, pour vraiment avoir une supervision sur l'ensemble de nos interventions et des actions qu'on peut mener. Donc, s'il ne peut pas être présent à tous les échanges, on l'associera au moins au temps fort de l'accompagnement durant cette situation de maintien. Il nous semble aussi pertinent de bien connaître le parcours de la personne dans la fonction publique, c'est-à-dire son parcours professionnel, dans quel cadre elle a été recrutée, sur quel type de poste, s'il y a eu des changements de poste au sein de son parcours, pour connaître le pourquoi du comment il y a eu des changements, si c'était pour des raisons médicales ou des souhaits d'évolution professionnelle, puisque on découvre parfois quelques particularités. Notre objectif est surtout de sécuriser les parcours professionnels et d'éviter tout risque de désinsertion professionnelle. C'est en tout cas nos deux objectifs principaux. Donc, on le verra aussi par la suite. C'est vraiment d'intervenir aussi bien avec l'agent, le médecin de prévention et l'employeur de façon concertée et que chacun s'engage de la même façon dans la démarche de maintien dans l'emploi. À présent,
on va visionner le témoignage de Stéphanie Rézeau, correspondante handicap au sein de l'Université de Nantes, avec qui on travaille très régulièrement sur des projets de maintien dans l'emploi. Elle va vous expliquer son rôle au sein de l'Université de Nantes en tant que correspondante handicap. Et ensuite, on abordera les missions dans le cadre du maintien dans l'emploi. Alors, excusez-moi, je dois juste faire une petite manip. Hop. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Vous avez bien le partage? Donc, écoutez, c'est parti. Donc, je suis Stéphanie Rézeau, je travaille à la direction des ressources humaines et du dialogue social de Nantes Université, où j'assure les missions de correspondante handicap. Donc, ma mission s'articule autour de 3 axes: le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ou déclarées inaptes, le recrutement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et la sensibilisation de la communauté universitaire sur la thématique du handicap. Alors, tous les ans, Nantes Université organise une campagne d'information à l'ensemble des agents de l'université pour les informer, pour informer les agents en fait, qui sont en situation de handicap reconnu ou qui se sentent en difficulté sur leur poste de travail, de leur droit à bénéficier d'un aménagement de leur poste de travail. La mission handicap, puisqu'en fait on est 3 au sein de mon service, donc moi correspondante handicap, Philippe chargé de mission handicap et Morgane qui est notre assistante, on est en charge de mettre en œuvre en fait ces aménagements avec les ressources dont nous disposons. Pour compléter la campagne, nous avons également mis en place une procédure qui permet de distinguer ce qui relève du maintien dans l'emploi ou de la prévention. Le service maintien de Cap Emploi est mobilisé soit directement par le médecin du travail ou par notre service, le service santé et handicap de la direction des ressources humaines, mais toujours sur une demande du médecin du travail. Ce sont les situations de maintien complexes qui demandent une forte expertise dans la connaissance d'un handicap qui sont à l'origine le plus souvent d'une sollicitation du service maintien de Cap Emploi. Nous sommes chargés dans le service de coordonner les différentes actions permettant aux agents d'avoir une compensation de leur handicap au travail. Aussi solliciter le service maintien de Cap Emploi nous permet d'avoir une analyse et un regard extérieur sur des situations, la situation de l'agent dans son environnement professionnel. On ne voit pas, nous, forcément en fait, du même œil. Et dans la majorité des cas, cette analyse du service maintien aboutit à la proposition d'actions et la mobilisation d'experts du handicap identifiés. Cap Emploi assure également un suivi des actions mises en œuvre le temps que la situation de l'agent soit consolidée dans son environnement professionnel. Et les conseillers de Cap Emploi peuvent également accompagner les agents dans la constitution de leurs demandes auprès de la MDPH. L'intervention des conseillers de Cap Emploi s'avère être une plus-value dans des situations parfois complexes de maintien dans l'emploi. Et les échanges sont toujours très fructueux pour les agents comme pour l'établissement. Cette collaboration est essentielle pour pouvoir aboutir au bien-être de l'agent sur son poste de travail. Voilà, donc c'était Stéphanie, référente
handicap à l'Université de Nantes, donc voilà, avec qui nous travaillons, nous collaborons depuis plusieurs années. Donc, on trouvait ça intéressant de vous partager son témoignage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut toujours y répondre. Et donc, s'il n'y en a pas, écoutez, on enchaîne avec la présentation des missions plus en détail du service. Voilà. Je vais reprendre la main. Du coup, merci Laurence. Avant d'aborder les missions et puis que le partage puisse se faire, le maintien dans l'emploi se décline en 3 axes. Le service maintien de Cap Emploi intervient sur les 2 axes principaux. Donc, le premier axe, c'est le maintien au poste initial, au poste actuel occupé par la personne, l'agent. Le second axe, c'est le reclassement interne. Donc, ça nécessite un changement de poste. Donc, c'est accompagner cette évolution professionnelle du fait du handicap. Et le troisième axe sur lequel nous, on assure un relais, c'est la reconversion professionnelle externe, où on va s'assurer, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est d'éviter tout risque de désinsertion professionnelle, que la personne soit prise en charge par le service public de l'emploi. Nos missions, on les décline en 5 missions. Il y a la mission d'informer sur les informations nécessaires à une démarche de maintien. Donc, on informe à la fois l'employeur et l'agent sur les dispositifs et les aides qui existent, sur les droits. Toutefois, il convient de préciser qu'on intervient en toute neutralité. On va défendre, bien évidemment, le maintien dans l'emploi et on va délivrer de l'information à l'employeur et à l'agent sans prendre parti. On a une mission aussi de conseil et d'accompagnement dans la recherche de solutions jusqu'à leur mise en œuvre. Donc là, lorsqu'on intervient, c'est la définition finalement d'un plan d'action, de le proposer par le biais d'une phase de diagnostic, de co-construction de plan d'action avec l'ensemble des personnes associées à la démarche de maintien dans l'emploi, donc la collectivité ou l'administration, le médecin du travail ou de prévention, l'agent et donc nous-mêmes conseillers maintien dans l'emploi. On va faciliter la mise en place d'aides et de dispositifs et mobiliser les acteurs et organismes. On facilite par la mise en relation finalement auprès de partenaires ou prestataires experts du handicap identifiés par nos financeurs, notamment l'AGFIP et le FIP, par le biais aussi avec l'ensemble des acteurs du maintien dans l'emploi au niveau départemental, comme la MDPH, avec qui on collabore notamment tout au long de la situation de maintien dans l'emploi. Nous effectuons un suivi régulier de la situation de maintien, donc soit par des échanges en réunion, téléphonique ou mail, auprès de l'ensemble des acteurs, et on effectue un suivi 6 mois après la mise en place des solutions, à partir du moment où on considère que la situation de maintien est optimale pour l'agent. Et donc, on veille à ce que les parcours soient sécurisés, notamment par le biais de l'ensemble de ces contacts, de ces aides qui sont à notre disposition. Notre expertise, elle se concentre donc sur le diagnostic de la situation, la co-construction d'un plan d'action et sa mise en œuvre, l'animation des échanges et le suivi de la situation. Donc, comme je disais, le premier axe du maintien dans l'emploi, c'est le maintien au poste actuel ou au poste initial. Sur cette slide, à votre droite, vous allez avoir un nuage de mots-clés qui peut représenter ou résumer un peu notre intervention. En effet, lorsqu'on intervient sur les situations de maintien au poste, comme on l'a indiqué, c'est que la situation elle a été constatée par le médecin du travail qui nous a fait part de restrictions, de recommandations ou de limitations. Donc, nous, on va chercher à faire un diagnostic pour identifier les situations de travail qui sont contraignantes pour l'agent et on va chercher des solutions pour compenser. Donc, il va y avoir une phase d'identification qu'on peut faire nous-mêmes, qu'on peut trouver aussi ensemble
par le biais d'échanges où on va solliciter des experts qui sont donc identifiés par nos financeurs. Donc, on peut en citer quelques-uns, je ne vais pas tous les citer, mais il y a l'ADAPT pour la déficience motrice, l'Institut Au Sens La Persagotière pour tout ce qui est surdité, l'Institut Au Sens Léo Thébaudière pour ce qui est visuel, etc. L'idée, c'est donc ensuite de procéder à une mise en essai de matériel, à des tests, pour que la personne puisse se rendre compte des bénéfices apportés par la solution matérielle, technique, matérielle, voire humaine, de ce qu'on peut mettre en place afin de l'amener sur un poste qui soit optimal et adapté à sa situation de santé. Je vais laisser Cécile présenter une situation et illustrer cet exemple. Alors, pour un complément par rapport à ce que Christophe disait, effectivement, dans nos prestataires spécifiques, nous avons aussi un prestataire dont la spécialité est l'accompagnement des personnes ayant des troubles cognitifs et un autre avec des troubles psy. Je voulais le préciser parce que dans nos échanges, on se rend compte, et dans nos accompagnements, on se rend compte que ces deux types de problèmes de santé, on les retrouve de plus en plus. Donc, voilà, si vous avez des personnes qui présentent ces difficultés-là, sachez qu'on a deux prestataires qui peuvent vraiment nous accompagner dans les meilleures dispositions. Donc là, je vais vous présenter une situation de maintien assez basique où il n'y a eu aucun prestataire spécifique qui soit intervenu. Il s'agissait d'une agent de plus de 50 ans qui travaillait sur un poste administratif où elle recevait parfois du public. Alors, suite à un accident, elle avait un problème de santé qui touchait tout le squelette, et principalement le dos, avec des répercussions sur les membres supérieurs et les membres inférieurs, chose qu'on voit assez régulièrement. Et les séquelles de ces problèmes-là, c'était beaucoup de douleurs qui étaient handicapantes le jour comme la nuit, et des impossibilités à rester en position statique trop longtemps, que ce soit debout ou assis ou allongé, à monter et descendre les escaliers, à porter des charges lourdes, etc. Donc, lors de l'étude de la situation, on a vraiment regardé toutes les difficultés qu'elle rencontrait, toutes les difficultés qui se présentaient dans son environnement de travail et du coup, l'environnement total. Donc, l'environnement total, c'était et son bureau et, je dirais, le bâtiment dans lequel elle travaillait. Du coup, suite à cette première étude de situation, on a regardé pour qu'elle puisse déménager en fait, son bureau au rez-de-chaussée, ce qui paraissait un peu plus logique aussi, étant donné qu'elle reçoit du public, ça évitait que le public monte en fait, à l'étage et quelque part se balade un peu dans la structure. D'en profiter aussi pour faire le tri, l'archivage, du rangement par rapport à tous les documents qu'elle avait à disposition, ce qui permettait aussi d'alléger le poids des documents qu'elle avait à prendre, et de faire des essais de matériel pour un bureau à hauteur variable électrique afin qu'elle puisse changer de position régulièrement. Une table ronde un peu déplacée pour qu'elle puisse recevoir le public sans avoir à déplacer son matériel, puisque sur son bureau, il y avait son ordinateur et tout le matériel dont on a besoin quand on travaille en bureautique, et de faire les essais d'un fauteuil de bureau ergonomique avec un repose-pied mobile. C'est des repose-pieds qui existent sur lesquels la personne, en fait, elle peut mobiliser ses jambes pendant qu'elle est assise, une souris centrale et un porte-document coulissant. Donc, nous avons accompagné d'abord la structure dans la recherche de ces solutions, mais aussi la mise en relation avec des prestataires qui pouvaient mettre le matériel à disposition pour des essais. Là, l'agent, une fois qu'elle a essayé tout le matériel, elle a tout validé. Parce que du coup, ça lui permettait de travailler soit debout, soit assise, et puis toujours dans l'axe de l'écran, sans avoir à déplacer entre autres son bras pour aller chercher la souris et ensuite déplacer la souris. Elle a eu une souris centrale. Donc, en fait, il y avait l'écran
le porte-document coulissant qui lui permettait d'avoir accès aux documents sur lesquels elle devait écrire, puisqu'il coulisse au-dessus du clavier, donc son clavier et sa souris centrale. C'était vraiment dans son axe de travail et ça évitait tous les mouvements de rotation ou de déplacement des membres supérieurs qui pouvaient être trop sollicitants pour elle. Une fois que tout a été validé par l'agent, que la structure était OK pour mettre en place cet aménagement, l'employeur a fait sa demande au FIP et pour appuyer cette demande, j'ai rédigé en fait un argumentaire pour expliquer pourquoi, déjà pour expliquer tout ce qu'on avait fait, mais aussi pourquoi tel type de matériel avait été choisi dans la situation qui se présentait. Donc voilà, c'était une situation, on peut avoir des situations beaucoup plus compliquées, mais on peut avoir aussi des situations plus simples. Celle-ci vous présentant vraiment comment on procède. Vraiment l'étude de la situation, on se met autour d'une table, on regarde ensemble les difficultés que la personne elle rencontre, le poste de travail, les tâches qu'elle a à faire, les difficultés de corrélation entre les deux, et nous, on vous accompagne pour trouver des solutions et mettre en œuvre des mesures, des essais, etc. Et puis argumenter pour appuyer votre demande de financement. Voilà. Merci Cécile pour cette illustration. Voilà. Je vais laisser la parole à Christophe. Après, donc, le deuxième axe, comme je l'indiquais, c'est le reclassement professionnel, donc interne ou la reconversion professionnelle externe. On va comme le distinguer. Alors, dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est accompagner une évolution professionnelle du fait, pour le coup, du handicap lorsque nous intervenons. Dans ce cas, notre expertise s'appuie sur l'expertise handicap. C'est vrai qu'on n'a pas vocation à aller chercher les postes disponibles. On va vraiment travailler en complémentarité avec le service mobilité carrière qu'il peut y avoir au sein de la structure ou de l'administration s'il y a ces ressources. En l'absence de service mobilité carrière, on s'attachera à trouver une solution. Mais c'est vraiment notre expertise handicap qui vaut dans cette situation-là. Donc là aussi, vous allez retrouver un nuage de mots qui représente, on va dire, notre intervention. Donc, on va vraiment travailler comme sur le projet professionnel, voir comment on peut accompagner et sécuriser cette prise de poste. Il peut y avoir des besoins de formation, il peut y avoir un besoin d'aménager le poste de travail, de voir s'il y a un poste compatible aux capacités, aux aptitudes de la personne. Donc, tout ça, s'il y a un poste qui est identifié, nous, on va venir s'assurer que ce poste convient, tant sur le plan des aptitudes à occuper le poste. Et s'il y a besoin de compenser, on pourra mobiliser des dispositifs qui peuvent, que nous pouvons mobiliser. Donc, ça participe, ça tient compte à nouveau d'un diagnostic, de la définition d'un plan d'action et d'avoir recours à des experts du handicap, des experts spécialisés pour rechercher des solutions de compensation pour que la personne soit installée ou en tout cas de façon la plus optimale à son poste. Alors, je vais vous présenter pour ma part une situation donc, au sein d'une collectivité. L'agent était affecté aux espaces verts de la collectivité. On avait reçu une demande d'intervention de la part du médecin du travail qui, pour sa part, sollicitait un aménagement de son poste, un aménagement des conditions de travail. La personne rencontrait une fatigabilité importante et puis il y avait des conséquences fonctionnelles motrices qui se traduisaient notamment sur une limitation du port de charge, pas de conduite d'engin vibrant et qu'il fallait limiter le temps lorsqu'il y avait des contraintes gestuelles et posturales et donc favoriser la polyvalence. Et on sait très bien que sur un poste d'agent aux espaces verts, on va retrouver de nombreuses situations de travail contraignantes. Et pour la collectivité, au regard de la liste des contre-indications, il était difficile à la fois d'aménager le poste, puisque c'est un poste où il y a une forte saisonnalité,
et puis où il y a des contraintes physiques sur chaque mission ou tâche affectée à l'agent. Donc, ce qui a été proposé, c'était de faire intervenir un prestataire, donc l'ADAPT, qui a procédé à une évaluation des capacités fonctionnelles motrices de la personne pour savoir ce qui était favorable ou ce qui lui était défavorable compte tenu de sa situation de santé et de voir si on pouvait compenser, soit par une aide humaine, matérielle ou technique, ou organisationnelle. Donc, on a engagé cette démarche de façon concertée. On s'est retrouvés et tout le monde était autour de la table. L'agent a bénéficié d'observations de la part d'un ergonome de l'ADAPT pour identifier ce qui lui était favorable ou défavorable. Et lors de la restitution, on a pris en compte le fait qu'un maintien au poste à court terme était peut-être possible, notamment dans le cas d'une reprise en temps partiel thérapeutique, mais qu'un passage à temps plein allait être très difficile du fait de sollicitations physiques très importantes. Donc, lorsque nous, on a fait un temps de restitution final, c'est les services du CDG, le service mobilité carrière du CDG, qui a été sollicité par la collectivité pour prendre le relais. Ce qui a été bénéfique pour l'agent, c'est qu'il avait entre ses mains finalement un inventaire de ses capacités pour travailler sur un nouveau projet professionnel. Donc, à la fois, on a étudié les possibilités d'accompagnement en interne et il y a un autre travail qui a été entrepris derrière en mobilisant le CDG et le service mobilité carrière pour travailler sur un nouveau projet professionnel plus viable. Et nous, on pourra de nouveau intervenir dès lors qu'il y aura un autre projet d'identifier et éventuellement voir comment on peut accompagner à la prise de poste ou comment on peut aménager le poste une fois celui-ci identifié ou qu'il y ait eu un travail sur le projet professionnel abouti. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est vraiment l'expertise handicap que nous, on peut avoir sur le projet qui va être identifié. Donc, que ça soit en interne ou en externe. On ne va pas trop s'épancher sur l'externe, mais c'est vraiment s'il y a une piste qui se concrétise. Avant de passer à la slide suivante, j'ai vu juste faire un rappel sur ce que Laurence a indiqué en début de présentation, c'est que le Cap Emploi 44 dispense le CEP salarié et donc un agent en poste peut le solliciter. Comme il vous l'a été indiqué, c'est un petit service avec des moyens limités. Donc, nous, on va vraiment s'assurer que c'est le handicap qui est le frein principal dans cette démarche de conseil en évolution professionnelle, puisqu'il peut très bien y avoir des personnes, des agents qui sont très autonomes dans la définition, la recherche d'un nouveau projet professionnel, sans avoir besoin de notre expertise. Donc, c'est vrai qu'il y a une qualification en quelque sorte qui est faite lorsqu'on reçoit une demande et pour voir pourquoi et comment cette demande parvient à nos services et si c'est vraiment le handicap qui est le frein principal et comment nous, on peut aider à lever ce frein-là. Sur la slide suivante, alors comment nous solliciter? C'est ça parfois la question, puisque finalement, nous, notre expertise, c'est vraiment de co-construire le plan d'action. Lorsque vous nous sollicitez, on n'attend pas de votre part à voir le déroulé, le plan d'action. C'est vraiment là où nous, on peut vous aider. C'est, on va dire, le cœur d'activité de notre métier. Notre clé d'entrée, c'est une fiche de sollicitation. On en voit un aperçu là à l'écran. C'est un recto verso. Évidemment qu'on va vous demander d'exposer la demande, quelles sont vos attentes, qu'est-ce qui a peut-être déjà été fait sur le poste de l'agent. Si on est sur un projet de maintien au poste, de reclassement ou de reconversion. Il y a une partie qui relève de l'identification de la personne, donc son identité, son statut par rapport comment on va dire, par rapport au handicap. Donc, si la personne elle a une reconnaissance de son handicap en cours de validité, si c'est en cours d'instruction ou s'il faut l'accompagner dans cette démarche-là. Sa situation vis-à-vis de l'emploi, donc si elle est en poste, en arrêt.
Et on aura évidemment les coordonnées de l'entreprise et l'avis médical qui peuvent être, qui doit être récent, comme je l'indiquais aussi tout à l'heure, c'est avec des perspectives de reprise ou avec un état de santé stabilisé, mais en tout cas constaté par le médecin du travail ou le médecin de prévention. Christophe, il y avait une question. Les conseillers en évolution professionnelle du CDG peuvent-ils nous solliciter directement? Doivent-ils nous solliciter ou c'est seulement l'employeur de l'agent qui doit nous solliciter? Alors, bonne question. On accepte toute sollicitation. Maintenant, nous, lorsqu'on va recevoir la demande, on va s'assurer que tout le monde est partie prenante de la démarche de maintien dans l'emploi. Et comme je l'indiquais à l'instant, pour nous, ce qui prime, c'est l'avis médical. Donc, il faut que le médecin du travail et de prévention ait été mis dans la boucle et qu'il aille dans ce sens de démarche de maintien dans l'emploi. Donc, nous, on a une qualification de la demande qui est faite dès réception de la fiche de sollicitation. C'est de s'assurer qu'on va tous, on va dire, dans la même direction, que tout le monde est partie prenante. Mais après, c'est vrai que dans les personnes qui peuvent nous solliciter, il peut y avoir aussi le service social, donc l'agent lui-même, le médecin, l'employeur. Ça peut être aussi un autre partenaire, parfois de structures médico-sociales. Alors, c'est vrai qu'on a peut-être on n'a pas une visibilité très importante parce que nos moyens financiers, on va dire, sont aussi limités. On fait peu de promotion de nos services. Mais après, on étudie toute demande et derrière, on cherche à comprendre pourquoi, du comment nous sommes sollicités. Et en effet, les clés d'entrée sont diverses et variées et ne sont pas limitées. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En attendant, donc cette fiche de sollicitation, vous sera remise avec le support. Donc, c'est un peu à enregistrer dans vos outils. C'est vrai que face à ces situations, parfois, on peut se sentir un peu dépourvu. Mais justement, nous, on vient vous aider peut-être à y voir plus clair, à faire ce diagnostic. Le diagnostic, c'est des échanges à la fois téléphoniques, des réunions, comme je l'indiquais, tripartites ou quadripartites en fonction des personnes ressources qu'on peut mobiliser, des observations du poste de travail et de l'environnement de travail. Donc, on peut passer du temps avec la personne sur son poste. Si on n'a pas le temps nécessaire, on peut mobiliser des études ergonomiques pour vraiment approfondir ces observations du poste de travail. Et puis, comme Cécile et moi-même on l'indiquait, il y a vraiment des ressources expertes qui peuvent être sollicitées par le biais de prestataires identifiés par nos financeurs. Christophe, il y a une nouvelle question. Donc, le maintien dans l'emploi doit se faire dans la structure d'origine ou peut évoluer dans le cadre d'un reclassement vers une autre structure ou autre versant de la fonction publique? Alors, donc, on accompagne dans la structure, dans le cadre du reclassement et également dans le cadre d'une reconversion professionnelle externe. Alors, ça ne sera peut-être pas à chaque fois le service maintien, mais un autre service. L'idée, c'est vraiment d'éviter tout risque de désinsertion professionnelle. Donc, nous, si ce n'est pas le service maintien qui intervient, on fera les relais auprès de nos collègues ou d'autres prestataires, mais tant on va dire que c'est au sein de la collectivité ou de l'administration, il n'y a pas de souci, c'est le service maintien qui intervient. Si c'est une prise de poste dans une autre collectivité, administration ou en dehors de la fonction publique, nous, on fera le relais auprès de nos collègues qui accompagnent les prises de poste et les intégrations dans le cadre d'un recrutement. Mais en tout cas, l'expertise handicap, c'est vraiment, on va dire, le cœur d'intervention de nos services, du Cap Emploi. Donc, on trouvera toujours un moyen pour accompagner et sécuriser les prises de poste. Le maintien dans l'emploi, c'est vraiment dès lors qu'il y a un risque d'inaptitude ou de perte d'emploi. Donc, on cherche à sécuriser les parcours. Donc, on sait se mobiliser, pas de souci. Sur la slide suivante, c'est une… Christophe, si je peux me permettre, on appuie sur
Christophe a bien appuyé aussi sur le côté service de santé au travail, parce que c'est un élément mais vraiment, vraiment nécessaire pour nous. Les restrictions médicales sont notre porte d'entrée pour savoir de quel aménagement la personne a besoin, ou en tout cas ce qu'on peut mettre en place. Sans les restrictions médicales, c'est très compliqué. On sait que vous avez des difficultés, principalement dans la fonction publique, pour avoir des médecins de prévention. Nous, on travaille avec le service de santé au travail. Donc, si c'est des infirmiers, des infirmières, on prend aussi. Et sinon, s'il y a besoin de faire intervenir des médecins agréés pour la fonction publique, on le fera aussi. On sait que c'est compliqué pour vous, mais nous, vraiment, c'est une donnée nécessaire pour pouvoir bien faire l'accompagnement et aboutir à quelque chose de réussi. Je me permets juste d'appuyer parce que vraiment, c'est une des difficultés. Quand on parlait des spécificités de la fonction publique tout à l'heure, c'est une des spécificités de la fonction publique. Voilà, Merci Cécile. Quelques minutes. Ouais. Du coup, là, c'est un outil très simple, c'est la plaquette du service maintien que vous allez recevoir suite à votre inscription à ce webinaire. Elle peut être mise à disposition dans vos structures. En tout cas, voilà, vous y retrouverez nos coordonnées, les principes d'intervention, à la fois pour l'agent, l'employeur, tout ça, comment ça se coordonne. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter directement, donc nos coordonnées vous seront communiquées. Et voilà, il faut comment la mettre à profit, la diffuser le plus largement, sachant que la vie médicale reste indispensable. Pour respecter pardon, le timing, excuse-moi Christophe, il y a une question sur qu'il est possible d'avoir quelques exemplaires papier. Je ne sais pas. Nous-mêmes, là, on est en rupture, donc on va en commander. Après, c'est toujours un peu compliqué. Aujourd'hui, on est plutôt l'ère du numérique, mais à voir. Je laisse du coup Cécile reprendre la main pour vous présenter des ressources documentaires et des contacts. Donc oui, pour finir, en fait, on souhaitait vous mettre ces slides de ressources documentaires. Tout d'abord parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements au niveau du FIP depuis le début de l'année. Donc, on voulait vous mettre ce lien par rapport à leur site. Mais aussi vous mettre le lien par rapport au webinaire que vous pouvez voir en replay, parce qu'effectivement, il y en a beaucoup et sur des thèmes très intéressants, et je pense qu'il y en a certains d'entre eux qui peuvent déjà répondre à pas mal de vos questions. Donc, vous avez ces 2 liens-là, 2 ou 3 liens-là. On vous a mis des exemples de thèmes, mais vraiment, il y en a beaucoup. Ensuite, sur la slide suivante, on vous a mis le lien pour le catalogue d'intervention du FIP, pour ceux qui ne l'auraient pas, mais aussi les coordonnées de ces 2 personnes ressources, donc Madame Bellegarde-Rieux, qui accompagne les employeurs sur leur politique handicap. Elle est référente FIP en fait sur le Pays de la Loire et Bretagne. Et Tiffaine Lebrasidec, donc, qui est la référente Handipact, qui organise en fait la communication du FIP et toutes les manifestations, donc par exemple les webinaires, qui sont à l'attention des employeurs sur différents thèmes. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces informations-là et à vous inscrire à la newsletter de Handipact qui veut vraiment vous amener être en tout cas une très bonne ressource d'information. Voilà. Merci Cécile. Donc voilà, écoutez, nous avons terminé notre présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit par écrit dans la discussion ou vous pouvez aussi ouvrir les micros et nous les poser directement. On peut prendre 5 minutes. En tout cas, on vous remercie à tous pour cette participation nombreuse. On vous a mis donc sur la dernière slide notre ligne directe et notre adresse. Donc, de toute façon, là, c'est une première présentation de nos services, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. On peut également répondre à vos questions.
chaque conseiller, comme vous le voyez, comme vous l'aurez hein, sur le territoire, selon où vous êtes basé, vous avez des conseillers référents, donc vous pouvez aussi les interroger sur les difficultés que vous rencontrez, les questions, et donc, on a mis aussi les liens vers la fiche de sollicitation et la plaquette que l'on vous a présentée, puisque tout ça est également sur notre site internet. Donc, vous avez tous ces documents. Le rapport vous sera transmis par mail. Tout à fait. Voilà, écoutez, je n'ai pas forcément d'autres questions. Donc si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous. Je vous remercie. Et puis, à très bientôt. Au revoir à tous. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.